après le 24 avril prochain, au soir du deuxième tour de la présidentielle, en fonction des scores de Jean-Luc Mélenchon à gauche ou encore de Valérie Pécresse pour les Républicains, les tectoniques des plaques pourraient bouger. Quelques explications en images. Le 24 avril, au soir du second tour de la présidentielle, le monde politique n'aura plus tout à fait les mêmes couleurs. La rose du Parti socialiste et le bleu des Républicains auront peut-être fondu au soleil. La majorité présidentielle en cas de victoire provoquera à coup sûr une seconde révolution après celle de 2017. De nombreuses personnalités ont déjà franchi les frontières et quitté les navires en passe de couler. Demain, l'ensemble des équilibres risque d'être bouleversé. Se dessinera alors dans une coalition des libéraux progressistes composés de la droite, du centre, d'une partie de la gauche et de la République en marche. Face à eux, les nationalistes, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et bien d'autres. Une fracture qui comporte pourtant de nombreux risques, elle empêche de parler des vrais sujets, se focalisant sur des thèmes systématiquement clivants et dangereux. Elle écrase enfin les sensibilités politiques susceptibles d'offrir de la nuance et un spectre large dans la construction d'un avenir commun. Alors, la recomposition politique est-elle déjà en marche en France ? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Et je propose de démarrer ce débat avec Nicolas. Nicolas, on va le rappeler, vous êtes militant au Parti Socialiste. Oui. Bon, la situation est peut-être compliquée dans cette présidentielle pour le Parti Socialiste, avec les scores pour l'instant dans les intentions de vote, on va le rappeler. Les sondages ne font pas une élection, mais les intentions de vote, semblent montrer qu'Anne Hidalgo va faire un score dramatiquement bas. Est-ce que pour vous, c'est le signe d'un risque de recomposition, peut-être autour de Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait être troisième homme, ou pourquoi pas au second tour de la présidentielle? Je pense effectivement qu'il faut qu'on s'interroge quand on aspire à représenter les gens, à répondre à leurs attentes, et qu'on en est à ce stade. On doit se poser des questions, et pour moi le mal est plus profond. Il faut revenir bien plus avant et parler déjà de la décomposition qui est latente. Moi, ce que j'aimerais dire ce soir, c'est au-delà de la petite course de chevaux et de comment on va se situer sur l'échiquier tel ou tel personnage ou telle sensibilité, c'est de savoir qu'est-ce qui traverse la société française, quelles sont les lignes de clivage, parce qu'elles existent encore aujourd'hui, et que j'ai beaucoup d'amitié pour la droite républicaine, mais je pense fondamentalement qu'il y a des différences entre la droite et la gauche, et qu'elles ne tiennent pas uniquement à la question du nationalisme. C'est une fuite de l'esprit. Il faut aller bien plus loin que ça. Je vais prendre un seul exemple, l'écologie. L'écologie, fondamentalement, pour qu'elle puisse être puissante, il faut qu'elle s'inscrive contre les logiques du marché. Et historiquement, l'écologie, c'est de gauche. Alors, que tout le monde se l'approprie parce qu'on est dans un moment d'urgence, c'est une nécessité, mais l'histoire le montre, il y a des différences entre droite et gauche, et les clivages doivent être réinterrogés pour répondre aux attentes des gens, parce que finalement, c'est quoi l'objectif? C'est de proposer un modèle de société, proposer une vision des choses dans laquelle les gens puissent se reconnaître, et pas seulement laisser le micro à des enragés qui passent leur temps à gueuler dans tous les sens et qui n'apportent strictement aucune solution concrète et justement modérée, nuancée. Mais qui rallient à eux des électeurs quand même. Donc c'est un petit coup de gueule aussi, parce qu'il y en a marre de laisser la prime y compris aux gens qui tiennent des théories racistes, qui nous bassinent toute la journée avec des problèmes qui ne sont pas les vrais problèmes des gens, parce que les vrais problèmes des gens, c'est quoi? C'est l'inquiétude qu'on a vis-à-vis de son travail, vis-à-vis de l'avenir de ses enfants, quel modèle de société on va construire. Il y a un rapport du GIEC récent qui quand même démontre qu'on est face au mur, quoi. Donc il va falloir à un moment donné qu'on pose les pieds sur terre et qu'on se repose les vraies questions. Et je dis nous, moi je dis collectivement, y compris nous au sein de notre sensibilité politique, et qu'on se dise quel corpus on propose aux gens pour qu'ils s'inscrivent dans un mouvement politique. Les jeunes, c'est bien, on peut dire les jeunes se désintéressent de la politique, ne veulent plus faire de politique, d'accord, mais ça suffit pas. Si les jeunes ne se sentent pas représentés, c'est qu'il y a des raisons, et il faut répondre à ça. Jean-Baptiste, quel est votre point de vue par rapport à la question que nous posons ce soir? Déjà, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une recomposition politique après le 24 avril, donc après le deuxième tour de la présidentielle, et si oui, de quelle façon? Oui, moi je me méfie un petit peu des formules comme ça à 3 ou 4 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Des fois il faut que tout change pour que rien ne change. Je veux dire, les Républicains, puisque je suis là en tant que cadre de cette formation politique, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, seront toujours là à l'issue du second tour. Je veux dire, nous sommes Mais qu'est-ce qui tient aujourd'hui? C'est parce qu'il y a aujourd'hui des barons locaux, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des ténors. C'est plus que des barons locaux, c'est des acteurs du quotidien
des Français. C'est eux qui répondent, qui ont les mains dans le cambouis, qui sont toujours là pour répondre aux questions simples que se posent les Français, le pouvoir d'achat, la sécurité, les transports. Ils ont l'habitude de gérer tous ces problèmes. Je veux dire, on a un parti politique qui a plus d'une centaine de députés aujourd'hui, qui a la moitié des régions de France, plus de la moitié des départements. Aujourd'hui. Pour encore 5 ou 6 ans. C'est des bases tout à fait solides. Non, parce que je vous rappelle qu'il y a des législatives derrière. Donc vous pouvez terminer comme le Parti Socialiste avec une vingtaine de députés. Non, mais j'insiste sur dire qu'on a vraiment, je pense, de bases solides. On est implanté localement depuis des décennies. Mais il y a cette dichotomie entre le la paysage politique, national et les élus locaux. Ça se fait depuis le bas vers le haut. On construit avec des racines et ensuite on grimpe. Et j'insisterai, si je peux me permettre, il y a une impasse à droite. Et vous êtes coincé, vous êtes aujourd'hui vraiment coincé entre l'extrême droite, qui vous oblige à aller sur des thématiques d'ailleurs qui peut-être vous dérangent, et Emmanuel Macron qui ratisse large dans votre électorat de centre droit. Et donc cette impasse stratégique qui est réelle, vous pourrez lui opposer toutes les réalités de terrain, et c'est vrai, on a des élus locaux qui sont de grande qualité, c'est pas la question. Tant qu'on n'aura pas résolu cette impasse stratégique, vous de votre côté, à gauche et nous du nôtre, j'allais dire, parce que les questions sont les mêmes, peut-être qu'on a plus d'espace, qu'il existe davantage, mais qu'il faut qu'on soit mieux incarné, mais il y a une problématique qui est stratégique, et tant qu'elle ne sera pas résolue, on pourra... Allez, on donne la parole, si vous voulez bien, une seconde à notre invité Franck Proust, et bien évidemment, les sociétaires, bien je sûr. Vous redonne la parole dans quelques instants. Monsieur Proust, par rapport à la question de ce soir, et puis peut-être aussi le coup de gueule que porte ce soir Nicolas Ferrière. Oui, mais je comprends le coup de gueule de Nicolas. Aujourd'hui, c'est ceux qui crient le plus fort qui, à la limite, sont les plus entendus. Je veux dire, mais c'est un ensemble de choses. Il y a très peu d'émissions politiques, de pédagogie. Il faut partir de la base. Mais très aujourd'hui, peu d'émissions politiques. Oui, je trouve que mais ça part de l'instruction civique à l'école, au programme. Aujourd'hui, quelle est la personne qui est capable de dire la différence entre le programme vraiment de manière pédagogique d'Anne Hidalgo, de Valérie Pécresse, d'Emmanuel Macron, enfin. Je parle des gens républicains. Regardez demain les débats d'Objectif Gare en fait du jour. Non mais vous aurez il y a les débats d'Objectif Gare, mais je parle sur un plan beaucoup plus général. Non, mais moi, j'ai quand même souvenir dans ma jeunesse. De ligne idéologique. Non, c'est pas ça. D'avoir un président de la République qui venait aux 20h expliquer ce qu'était une courbe de PIB ou autre, de faire de l'économie, Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand est-ce qu'on parle vraiment de politique, quand est-ce qu'on parle d'économie? À 3 mois d'une élection. Regardez, cette campagne... Mais est-ce que ce n'était pas le rôle, je suis désolée, des Pardon partis politiques dits traditionnels que sont le Parti Socialiste ou les Républicains? C'était pas votre rôle aussi de faire dans la pédagogie? Est-ce qu'à un moment donné, vous-même, vous n'avez pas surfé sur une certaine méconnaissance des électeurs de la politique et vous avez grandi sur ça et puis, in fine, ça n'a plus marché? Non, regardez, Coralie, j'ai participé, je suis membre du bureau des Républicains, j'ai participé peut-être à une trentaine de réunions pour élaborer le programme. Il y a eu, un peu comme le Conseil de développement, on y reviendra peut-être tout à l'heure à l'agglomération, des gens de la société civile qui sont venus débattre pour avoir un dossier, un programme qui a servi de base au programme de Valérie Pécresse. Est-ce que pour autant on est audible? Non. C'est en tout cas le constat à 4 jours du premier tour qu'on peut représenter. Après, ça fait quelques années que vous n'êtes sur ça fait quelques années, oui et non. Je veux dire, on est quand même entendu. Parce que quand vous faites le paysage aujourd'hui, et je rejoins Jean-Baptiste, on a quand même une majorité au Sénat, on a... c'est vrai, la majorité des villes, les élus locaux. Mais attendez, nationalement, c'est quand même un gros contre-pouvoir. L'interview, c'est après quoi. Et je dirais que globalement, moi j'attends de voir, avant de parler de recomposition, les élections législatives. Parce que je reste persuadé que les gens vont peut-être enjamber l'élection présidentielle, mais 8 semaines après, si tant est qu'il y ait les 8 semaines de délai, et qu'on nous raccourcisse pas ce délai, il y a un autre débat avec des parlementaires. Et on verra au soir du deuxième tour des législatives sur le rapport de force entre les partis politiques. C'est plutôt pour vous à ce moment-là bien que entendu. La recomposition pourrait se mettre en œuvre. Parce que si vous avez un groupe de 100 députés ou de 150 députés, c'est pas la même. Oui, enfin, et si vous en avez 20 et je pense, je regarde notre ami Nicolas du Parti Socialiste, c'est pareil. Il va y avoir quand même une grande difficulté pour les candidats de l'AREM et autres. Pour vous, c'est pas tout à fait la même chose entre vos candidates respectives, puisque du coup, la preuve, c'est qu'il y a Anne Hidalgo d'un côté et Valérie Pécresse de l'autre.
qui aujourd'hui semble, en tout cas encore une fois dans les intentions de vote, ne pas avoir un toujours score rester très prudent. qui est à la hauteur de vos espérances, mais on peut imaginer qu'aux législatives, ce ne sera pas la même chose. Et que ce sera une toute autre élection. Aux législatives, force est de constater, je pense qu'on percevra peut-être plus qu'à l'élection présidentielle le rejet que rencontre Emmanuel Macron dans l'opinion. Ce que je pense, c'est qu'au second tour... Enfin, pour l'instant, le rejet, derrière, il se fait au travers de Marine Le Pen. Hein. Je dis qu'on ne le voit pas à l'élection présidentielle, je dis qu'aux élections législatives, on peut le voir, et je pense que tous les candidats des formations politiques traditionnelles qui se retrouveront, donc Parti Socialiste, écologistes, et nous, les Républicains, qui se retrouveront face aux candidats qui incarnent le pouvoir macronien, seront favoris. Est-ce que finalement, Nicolas, ce qui va vous sauver probablement aux législatives, c'est probablement ce front républicain? C'est-à-dire que finalement, Marine Le Pen pourrait être, avec ses candidats lors des législatives, avec des scores très importants, arriver en tête probablement au soir du premier tour aux législatives. Et peut-être ce qui va sauver et la droite et la gauche, c'est probablement un front républicain uni. Je crois pas. Pour plusieurs raisons. D'abord, je suis assez d'accord avec Jean-Baptiste sur le fait qu'il y aura une décorrélation entre présidentielle et législative. C'est la première des choses. Et ensuite, même si les législatives sont des élections nationales, il y a quand même un impact local et des candidats. Et nous, on a des candidats de qualité, je pense, qui peuvent s'exprimer et faire valoir aussi leur engagement local, notamment parce qu'ils sont aussi soutenus par Carole Delga, et que Carole Delga, j'en venais à ce point-là, elle n'a pas eu besoin de front républicain, parce que par le travail, par l'engagement, par la force de l'action, elle a repoussé l'extrême droite. Et donc oui, sauf que là, vous avez 0 député quand même, hein, dans le Gard, hein, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le Gard. À ce stade, vous en avez 0. Hein. Moi, je ne suis pas devin. Par contre, ce que je dis, c'est qu'on a des bons candidats et que j'espère qu'ils gagneront. Et surtout, qu'ils gagneront pour derrière, justement, participer à... Ce qu'on entend quand même un peu ce soir, Nicolas, et puis on l'a entendu chez Jean-Baptiste, et également chez vous, Monsieur Proust, c'est que finalement, vous ne croyez pas trop au rouleau compresseur d'Emmanuel Macron pour les législatives. Non, moi je suis convaincu que quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, s'il gagne, pour prendre cette hypothèse, il aura une majorité à l'Assemblée nationale plus faible que celle qu'elle est aujourd'hui. Aucun doute là-dessus. Je vous dis. Monsieur Proust. Ah oui, ben regardez, si vous prenez le Gard, de toute façon, le Parti Socialiste comme les Républicains partent de rien. Donc on ne peut pas faire plus mal. Et moi je reste persuadé, quelle que soit l'issue du scrutin le 24 avril, il y aura forcément ou des parlementaires républicains ou Parti Socialiste dans le Gard. Je pense qu'on a de bons candidats aussi, et que ce que je vous dis sur le Gard est vrai dans toute la France. C'est que les prospectives que j'ai font que normalement, on devrait avoir un groupe à l'Assemblée nationale plus important que ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, merci. Oui, peut-être un dernier mot, voilà, parce qu'on parle de recomposition politique et des Républicains. Moi, je pense que l'une des choses qu'il faut qu'on retrouve, nous, au sein de cette formation politique, c'est le respect et la culture du chef politique. Je pense que, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, si on la perd, pour prendre cette hypothèse, celui qui reprendra en main notre formation politique devra être notre candidat à l'élection présidentielle. Je pense que c'est que comme ça qu'on retrouvera l'union, la force... Ça sera probablement pas Nicolas Sarkozy, hein. Non, mais voilà, moi je probablement annoncé. Non, on a des personnalités de grande qualité, Laurent Wauquiez, Rachida Dati, Julien Aubert, Aurélien Pradier, pour ne pas les citer. Je veux dire, voilà, qui que ce soit, il devra être, une fois investi, chef de notre parti politique, notre candidat naturel à l'élection présidentielle, entouré de toute une équipe.